Total Energy et directeur général d'Ombrea. Voilà, pour parler d'agrivoltaïsme, qui est un sujet, on l'a dit aujourd'hui, le Cantal produit 3 fois plus d'électricité qu'il n'en consomme. L'énergie, elle se produit dans les campagnes, elle se consomme en ville. Pareil pour l'eau, pareil pour l'air pur. Hein. Je veux dire, c'est pas les forêts de l'Essonne qui font respirer Paris. Donc, Nicolas, on voulait effectivement échanger autour de cette question-là, parce que derrière l'inclusion numérique, il y a aussi la capacité à utiliser à la fois des ressources énergétiques et des outils de monitoring de ces ressources qui permettent de piloter ces ressources durables-là. Donc aujourd'hui, on en est où sur l'agrivoltaïsme et sur l'ensemble de la relation de Total Énergie Renouvelable avec les collectivités? Merci Sébastien, bonjour à toutes et tous. Alors je vais te décevoir, je vais pas répondre de suite à ta question. C'est pas de problème. Je pense que la première chose, notamment sur l'agrivoltaïsme et plus généralement sur les agri-énergies, c'est un point qui a été dit dans les tables rondes précédentes, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, on est dans un territoire rural, un territoire qui est modelé, notamment par son activité économique. L'activité économique en territoire rural, c'est avant tout l'agriculture. Et on sait aujourd'hui, dans ces territoires, qu'on a une agriculture qui a souffert, qui souffre encore, qui souffre de multiples facteurs. Il y a des facteurs économiques. Déjà, c'est une agriculture qui a besoin de travailler ses débouchés, qui a besoin de trouver une valeur ajoutée, parce qu'on est sur des territoires qui sont plus compliqués à exploiter. Et c'est une agriculture aussi qui est soumise à une chose, que ce sont les aléas climatiques. Ce matin, quand je traversais le Cantal, je trouvais quand même que le Cantal était beaucoup plus vert que les étés précédents, mais c'est ponctuel. Même dans le Cantal, on a connu des sécheresses, et qui dit sécheresse dans un département d'élevage dit difficulté à nourrir le cheptel, et si on n'arrive pas à nourrir son cheptel, on est obligé d'acheter du fourrage, et si on est obligé d'acheter du fourrage, on détruit son compte de résultat, et donc on devient moins compétitif. Et aujourd'hui, ça pose une vraie question, c'est le maintien de l'agriculture dans ces territoires-là. Et si on n'a plus d'agriculteurs, je pense qu'on a des piliers économiques des territoires ruraux qui disparaissent. Donc en fait, je pense que les agri-énergies, que sont l'agrivoltaïsme, que sont la méthanisation par exemple, ou différentes choses, doivent être d'abord positionnées comme un levier de pérennisation dans ces territoires-là d'un modèle agricole impacté, soit par des vicissitudes économiques, soit par des aléas climatiques. C'est-à-dire, c'est la première justification, parce que pour aller justifier de mettre des panneaux solaires sur un champ, ou de créer des outils de production d'énergie, si on ne crée pas un bénéfice vis-à-vis de l'agriculture, vis-à-vis du territoire, c'est-à-dire ces filières, et vis-à-vis des administrés autour, on peut se poser la question de l'intérêt. Et c'est souvent ce qui a pu aussi générer une certaine appréhension, un certain questionnement. Et on ne fait pas des projets d'aménagement du territoire si on ne fait pas d'adhésion locale. Donc de toute façon, quand on parle d'agrivoltaïsme, moi j'ai un truc qui m'embête un peu, c'est qu'on a une composante agricole, on a une composante énergétique, c'est vrai qu'on va faire de l'énergie verte aussi en créant un service agricole, mais n'oublions pas les territoires, parce qu'on ne pourra pas faire de projet d'aménagement de territoire sans les collectivités et aussi sans l'adhésion locale. Donc c'est un triptyque qui est gagnant, donc ça rejoint aussi le numérique, ce sont des schémas d'aménagement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur l'agrivoltaïsme? Et c'est là où je vais arriver un petit peu à ta question. Je pense qu'on a franchi une très grande étape. C'est-à-dire, si vous avez suivi l'activité législative, on a une loi qui est apparue, qui s'appelle la loi pour l'accélération des énergies renouvelables, notamment pour pouvoir tenir la trajectoire de décarbonation de la France et de sa souveraineté énergétique. Dedans, une des grandes composantes est notamment la création de capacités solaires, éoliennes, notamment hydrauliques. Et avec un enjeu, c'est aussi de développer ces énergies-là au service d'autres bénéfices, notamment l'agriculture. Donc, ce cadre-là a permis de définir un agrivoltaïsme qui doit obligatoirement créer un service pour l'agriculture. Où le décret d'application a posé quand même des engagements. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a mis les instances étatiques, Madame la sous-préfète tout à l'heure était là, elle le sait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un permis sur ces projets-là
doit avoir obtenu une autorisation de la commission départementale pour l'aménagement des espaces naturels et forestiers. Donc on a structuré ça. On a aussi plus de recul, parce que c'est pas nouveau, ça fait une quinzaine d'années que ça se travaille. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que l'agrivoltaïsme, quand il est bien fait, a deux intérêts majeurs. Le problème aujourd'hui des aléas climatiques sur l'agriculture, c'est le stress hydrique. On peut faire tout ce qu'on veut. À un moment donné, la problématique de la production agricole, c'est l'impact du stress hydrique, c'est-à-dire trop de température, trop de pics derrière de température. Et là, on a pu mesurer, que ce soit nous, que ce soit nos confrères, des bénéfices non négligeables, notamment par la création d'ombrages pilotés. C'est là on va arriver au numérique. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut créer de l'ombrage, baisser les températures, éviter les stress hydriques. Encore faut-il, derrière, qu'on soit en capacité de suivre le besoin de la plante, le besoin des animaux. Et c'est là où on arrive à fermer la boucle vis-à-vis de Ruralytics. C'est-à-dire que tout ça ne peut se faire que si on dispose de deux choses, c'est-à-dire d'outils numériques qui seront l'intelligence. Et tout à l'heure, j'entendais parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est déjà quasiment partout. Vous l'avez au quotidien, dans beaucoup de vos outils professionnels, vous l'avez. Dans l'agrivoltaïsme aussi, on l'a. C'est-à-dire que quand on détecte une plante, elle a trop chaud, derrière, on va lui créer plus d'ombre et non plus de fraîcheur. Mais pour ça, encore faut-il aussi que tout ça soit interconnecté. Et donc l'énergie, au même titre que le numérique, ça pose aussi un enjeu derrière, c'est d'interconnexion des réseaux et d'aménagement du territoire, notamment dans les infrastructures électriques. Et donc on pourrait faire un parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai une ferme dans les Hautes-Pyrénées, 800 mètres d'altitude. Moi, mon enjeu, avant tout, c'est de pérenniser mon activité. 2, si je veux la pérenniser, si je veux faire un projet, c'est de pouvoir, le connecter à un réseau numérique et 2, le reconnecter à un réseau électrique. Donc on ne fera pas non plus d'aménagement de territoire en créant des projets vertueux pour les agriculteurs, pour les territoires, si derrière on n'a pas établi avec les pouvoirs publics, avec RTE, avec Enedis, les schémas énergétiques qui y arrivent. Et soyons clairs, aujourd'hui, on est capable, la profession, de créer des projets, qui soient adoptés par les territoires. On en a quelques-uns dans le Cantal et je sais qu'il y a quelques représentants dans la salle, mais dans d'autres territoires. Mais derrière, on est capable aussi de créer une valeur et de la redistribuer. C'est-à-dire que créer un projet, c'est bien, mais par contre, c'est aussi la gouvernance du projet et l'implication des parties prenantes. Si dans un projet, vous créez de la valeur, 2, vous êtes capable de la partager et d'associer les parties prenantes, c'est des projets qui vont émerger et c'est des projets qui vont se faciliter dans les territoires et qui seront aussi des moteurs de la transition à l'échelle d'un territoire. Je vais vous citer un exemple dans un des projets, et je crois que j'aurai fini mon tour. Je disais, le Cantal, l'un des premiers enjeux pour l'agriculture, c'est pérenniser le stock de fourrage, notamment en limitant l'impact température sur le stock de foin pour éviter d'aller notamment acheter du foin de croc à un prix d'or. Aujourd'hui, créer du fourrage avec de l'agrivoltaïsme, c'est possible. Un système qui fonctionne bien, vous créez 10% de fourrage en plus par rapport à un parc sans agrivoltaïsme. Mais la vraie question derrière, c'est pas de créer du fourrage pour un agriculteur, c'est de créer du fourrage pour un territoire. Et dans nos projets, par exemple, on a certains projets qui vont permettre de créer à l'échelle d'un territoire, par exemple, des séchoirs à fourrage. C'est-à-dire qu'un projet qui peut être porté par 2-3 agriculteurs, derrière va permettre de générer une valeur qui va nous permettre d'investir dans un projet collectif pour l'ensemble de la collectivité et l'ensemble des parties prenantes locales. Et c'est comme ça qu'on va réussir en fait, à inclure ce développement des ENR dans un schéma vertueux, notamment pour faciliter sa mise en œuvre, puisqu'aujourd'hui ça suscite aussi des interrogations et il y a beaucoup de gens qui attendent de voir. Merci Nicolas Ferraz pour ce tour d'horizon. Effectivement, je n'avais pas forcément la big picture sur la préservation de l'agriculture dans les territoires ruraux, justement à l'égard de ces compléments de revenus d'une part, mais aussi autonomie énergétique. Donc merci beaucoup, on vous applaudit.
Puis s'il y a d'autres questions, on a un stand et les équipes seront ravies de pouvoir y répondre. Tout à fait, il y a un certain nombre de démonstrations qui sont disponibles ici au niveau 1. Merci Nicolas Ferras, merci beaucoup.